Passons à ce qui se passe au Venezuela et aux États-Unis. Nous savons que l'administration Trump a décidé d'enlever le président du Venezuela et de l'amener aux États-Unis pour qu'il y soit jugé, comme ils disent. Mais quand on regarde l'ensemble de l'affaire, enlever un président, le président du Venezuela, je ne vois pas ce qui pourrait mieux illustrer la destruction totale du droit international. Dans le cadre du droit international, quand on examine toute la situation au Venezuela, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et comment peut-on comprendre ce type d'action de la part du président des États-Unis, l'un des dirigeants les plus puissants de la planète? Eh bien, évidemment, il y a là une multiplicité de problèmes. Dans mon livre sur la gouvernance et les fausses nouvelles, j'ai abordé la question du Venezuela pendant le premier mandat du président Trump, avec toute l'affaire Juan Guaidó et tout ce qui s'y rattache. J'ai creusé la question de savoir qui avait réellement remporté l'élection à cette époque, la légalité du gouvernement Maduro, et ainsi de suite. En fait, c'est très intéressant car ce que j'ai révélé à l'époque, c'est que les États-Unis tentaient déjà littéralement de fabriquer un dossier contre le Venezuela. Et nous voyons exactement la même chose aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, nous abordons un sujet dont nous avons souvent parlé, mais dont les gens n'ont probablement pas saisi toute la portée. En réalité, cela montre clairement que nous sommes passés d'un ordre fondé sur le droit international à un ordre fondé sur des règles internationales. Ce n'est plus la loi qui sert de point de référence lorsqu'on évalue une situation. Ce sont des règles définies par ceux qui détiennent le pouvoir, en l'occurrence les États-Unis. Évidemment, c'est le pays le plus agressif. Il a les moyens d'être agressif. Il dispose d'une présence militaire partout dans le monde. Il a également utilisé tous ses atouts clandestins, la CIA et d'autres, pour influencer les choses. Et c'est probablement ce qui s'est passé au Venezuela, dans ce cas. Eh bien, je ne veux pas entrer dans tous les détails car je ne les ai pas étudiés en profondeur. Mais apparemment, la situation actuelle montre que des personnes ont été soudoyées ou qu'il y a eu en fait de la corruption orchestrée par les États-Unis afin d'obtenir la destitution du président Maduro. Mais tout cela ne repose pas sur le droit international, car, évidemment, cela serait interdit par le droit international, mais est en réalité autorisé par les règles définies par les États-Unis. Et c'est là que l'on voit, par exemple, certaines accusations formulées par le gouvernement américain, à savoir ce soi-disant « cartel des soleils », ou quel que soit son nom exact, que Maduro aurait prétendument dirigé ou coordonné. Et maintenant que Maduro est aux États-Unis pour y être jugé, ils ont abandonné cette accusation. Ils ont même déclaré que ce cartel n'avait jamais existé. Cela montre qu'ils ont complètement fabriqué l'affaire de A à Z. Et vous voyez, encore une fois, nous avons commencé cette émission avec mon cas personnel, et bien sûr, je ne suis pas un cas aussi important que Maduro. Mais il y a ici certaines similitudes. Vous inventez simplement un cas pour appuyer votre argument. Ce n'est plus la loi qui sert de référence, mais les règles que vous établissez. C'est exactement cela. Les droits de l'homme, dans mon cas, devraient définir ou obliger tout pays, car chaque pays, normalement dans l'Union européenne, possède des règles pour empêcher qu'on prive quelqu'un de ses libertés fondamentales. Mais cela n'a pas été appliqué. Nous ne sommes donc pas dans le domaine du droit, mais dans celui de règles définies arbitrairement, sans aucun consentement de la population. Ce sont des règles établies par votre parti au pouvoir ou votre camarilla, clique, junte, appelez-la comme vous voulez, non élue, qui décide des règles. Et c'est exactement ce que nous avons. Et c'est exactement ce que nous avons aussi ici, au Venezuela.
Ce que cette affaire démontre donc, et bien sûr dans la situation où je me trouve, je peux comprendre, même si elles sont très différentes, c'est qu'en essence, on en revient à la même absence de loi dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est la loi du plus fort. Point final. C'est vous qui définissez qui est bon et qui est mauvais. Ce n'est pas la légalité qui définit ce qui est juste, c'est la légitimité. Vous savez, la légalité signifie suivre la loi, et la loi fixe les lignes rouges. Si vous franchissez ces lignes rouges, vous êtes en dehors de la loi. C'est aussi simple que cela. La ligne peut être plus large ou plus fine selon le cas, mais en principe, la loi définit les limites de ce que vous êtes autorisé à faire. Et lorsque vous franchissez ces limites, vous êtes hors la loi. C'est la question de la légalité ou de l'illégalité. Quand on parle de légitimité ou d'illégitimité, on ne parle pas de la légalité en soi, mais de la perception de la légalité. Vous savez, même si l'on peut dire qu'un pays, eh bien maintenant nous parlons du Venezuela, mais nous pourrions tout aussi bien parler de l'Iran dans quelques semaines. L'Iran ou le Venezuela peuvent avoir des lois différentes, des pratiques différentes, des coutumes différentes dans leur système politique, dans la manière dont ils élisent leurs dirigeants, dont le pays est gouverné, et ainsi de suite. Nous avons tendance à dire que même si quelque chose est légal dans ce pays, nous le qualifions d'illégitime, parce que la population ne peut pas librement dire ceci ou cela. Comme je l'ai souvent dit, je viens de Suisse. La Suisse est, disons, considérée comme un pays démocratique, parce que nous votons sur presque toutes les décisions importantes. La population vote là-dessus par référendum. Et bien sûr, nous décidons de presque tout. Nous décidons s'il faut construire une nouvelle autoroute, un tunnel dans les Alpes, augmenter les impôts ou acheter de nouveaux avions. Nous avons même voté pour savoir s'il fallait démanteler l'armée. Eh bien, la population a refusé. Mais tout de même, nous avons voté là-dessus. Donc, nous votons sur tout. Maintenant, si je regarde la France, par exemple, qui est juste à côté, ils prétendent être démocratiques. Mais quand je vois les décisions qu'ils prennent, des décisions non soutenues par la population, seulement par une clique de politiciens, souvent corrompus, qui vont même en prison pour corruption d'ailleurs, ils prétendent être démocratiques, mais ce n'est pas la même démocratie que nous avons en Suisse. Alors, quelle est la base pour mesurer la démocratie? Le système en France est probablement légal. Je veux dire peut-être pas exempt de corruption, mais le système en lui-même est légal. Pourtant, avec un regard suisse, je dirais qu'il n'est pas légitime, car il ne respecte pas la volonté de la population. De mon point de vue, je peux ajuster la manière dont je perçois le système en France. Donc la France prétend être démocratique, mais j'ai dit à de nombreuses reprises, et je l'ai écrit dans mes livres, que pour moi, la France n'est pas une démocratie, c'est une monarchie élective. Point final. On ne fait qu'élire le roi. Et si vous regardez la structure de la France, d'ailleurs, vous verrez qu'elle est presque identique à ce qui existait sous la monarchie. Donc, comme vous le voyez, en pensant ainsi, quand Maduro est enlevé par le gouvernement américain, quelle est la réaction en Europe? Quelle est l'indignation en Europe? Étonnamment, ils prétendent être des démocrates. Ils affirment suivre la loi, l'état de droit et tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de l'enlèvement de Maduro, quelle est la réaction de l'UMPBO? Ils se contentent de dire que Maduro n'était pas légitime. Ils ne disent pas qu'il n'était pas légal. Ils disent qu'il n'est pas légitime, ce qui signifie que c'est une question de perception. Et encore une fois, nous sommes dans le domaine de la perception ici. Nous ne sommes pas dans le domaine de ce qui est mesurable, de ce qui peut être défini par des articles de loi ou des choses de ce genre.
Nous traitons de quelque chose d'indéfini. La légitimité n'est pas vraiment définie. Est-ce les sondages qui définissent la légitimité? Et comme vous le savez, supposons que ce soit le cas, mais tout le monde sait que les sondages peuvent donner des résultats différents selon à qui l'on pose la question. Alors, qu'est-ce que la légitimité? C'est la réaction que nous avons en Europe. Elle ne repose pas sur le droit, mais sur des règles. Et c'est l'évolution que nous observons aujourd'hui, je crois, dans le monde. C'est extrêmement préoccupant, car cela signifie que les décisions reposent en réalité sur des choix arbitraires. Non sur quelque chose que l'on peut vérifier, mais sur quelque chose qui change selon celui qui décide. Et c'est là que nous en sommes avec toute la question des sanctions et tout ce qui s'y rattache. Pas seulement dans mon cas d'ailleurs, mais dans tout ce que nous traitons. Car désormais, au lieu de passer par des processus diplomatiques ou de négociations, nous appliquons des sanctions. C'est une politique de coercition généralisée. Et cela s'applique d'ailleurs à la Suisse également. Je veux dire, la Suisse est le deuxième pays qui sanctionne le plus la Russie. Le premier étant les États-Unis, le deuxième, la Suisse, puis vient l'Union européenne. Je veux dire, cela a peut-être changé, mais c'était la situation en août de l'année dernière. Cela a peut-être évolué depuis. Mais tout de même si elle est maintenant troisième, on ne s'attend pas à voir la Suisse comme un pays qui impose des sanctions, surtout parce qu'elle est neutre, non seulement en raison de sa neutralité, mais aussi parce que l'existence même, et j'oserais dire la raison d'être de la politique étrangère suisse, était précisément de rester au centre, d'offrir une possibilité aux différentes parties de dialoguer. Une fois que vous adoptez la position d'un parti, vous ne pouvez plus être médiateur dans cette affaire. Et c'est là que nous voyons ce changement très marqué. La Suisse en est un symbole fort. Mais au-delà du cas de la Suisse, c'est quelque chose que nous avons observé dans tous les conflits. Nous avons souvent parlé du conflit en Palestine, par exemple, et même de l'Iran, que nous avons également mentionné. Nous savons que les actions d'Israël étaient illégales et même illégitimes, d'ailleurs. Mais quelle a été la réaction de l'Union européenne? Aucune réaction. Ils ont donc une compréhension flexible de la situation. Parfois, quand cela les arrange, ils condamnent les violations du droit international. Et quand cela ne leur convient pas, ils ne font rien. Et quand ils ne peuvent pas améliorer les choses, quand ils n'ont pas la capacité ou les moyens de traiter une situation comme nous le faisions autrefois, par la diplomatie, par les relations étrangères et tout cela, ils se contentent d'imposer des sanctions. Et en fait, c'est exactement ce que nous avons. Nous avons simplement un cas extrême avec le Venezuela. Mais sur le fond, c'est exactement cela. Fais ce que je te dis de faire. Sinon, j'enlèverai ton président. Sinon, j'imposerai des sanctions contre toi. Sinon, j'enverrai mes troupes. Je renverserai ton gouvernement. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous parlons du Danemark. Le gouvernement du Danemark est certes légal, mais est-il légitime? Le gouvernement du Danemark est-il légitime? Les États-Unis considèrent-ils le gouvernement du Danemark comme légitime? Ils ont fabriqué un cartel dans le but d'inculper Maduro. Ils pourraient en fabriquer un autre pour le président du Danemark. Quelle serait la différence? Et c'est là que nous en sommes. Nous vivons dans un système qui est en réalité un dispositif extrêmement proche de la criminalité organisée, où l'on définit les règles parce qu'on est le plus fort. L'État de droit, créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin pas l'État de droit, mais le système de droit international issu de la Seconde Guerre mondiale, avait précisément pour but d'empêcher un acteur puissant d'imposer sa volonté aux autres. Bien sûr, cet acteur puissant à l'époque, c'était l'Allemagne. L'Allemagne avait été plus ou moins
Germany had been more or less, I mean, I said more or less because historians may discuss that. But Je in veux any case, dire, j'ai dit Germany plus ou was moins, seen as parce que les being historiens shaped peuvent en through, débattre. Mais en tout cas, l'Allemagne était considérée comme l'initiatrice de deux guerres mondiales, et l'idée était d'empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. Ainsi, le droit international a été conçu de manière à ce que personne ne puisse s'élever comme une puissance capable d'imposer sa volonté. Le problème, c'est qu'au fil des années, et surtout après la fin de la guerre froide, la Russie en particulier, mais aussi la Chine, n'était pas aussi puissante que l'Occident, et surtout que les États-Unis. Elles n'ont pas pu jouer le rôle qu'elles étaient censées jouer dans ce système de droit international au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez, le Conseil de sécurité de l'ONU a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il y avait les vainqueurs. At the end of World War II, where you had the winners. I mean, basically, these were the winners of World War II, meaning that Je veux dire, en gros, c'étaient les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les nations les plus puissantes. Elles étaient censées le rester et maintenir un équilibre des forces au sein du Conseil de sécurité. Cela ne veut pas dire que le système était parfait, mais il permettait une certaine forme d'équilibre et faisait fonctionner le système du droit international, du moins pendant la guerre froide. À la fin de la guerre froide, alors que les États-Unis émergeaient comme le pays le plus puissant du monde, non seulement grâce à leur économie, mais aussi à leur présence militaire mondiale, il faut noter que l'armée américaine est, je crois, la seule au monde organisée selon des structures globales. Vous voyez, la plupart des pays ont des divisions ou des corps d'armée, mais les forces américaines sont organisées par continent. L'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie de l'Est, et ainsi de suite. Ainsi, la structure des forces armées américaines est déjà organisée de manière mondiale. À la fin de la guerre froide, comme je l'ai dit, la Russie était clairement affaiblie, et elle se rétablit maintenant. Mais il lui a fallu presque 30 ans pour retrouver une présence significative. C'est pourquoi aujourd'hui, les Américains commencent à respecter la Russie. C'est presque la même chose avec la Chine. La Chine a connu un développement très lent jusqu'à l'an 2000, et depuis, elle s'est accélérée. Mais à la fin de la guerre froide, la Chine était encore presque un pays en développement. Vous vous souvenez peut-être de ces images de gens à vélo à Pékin, tous vêtus du même type de tenue, et ainsi de suite. Aujourd'hui, si l'on observe la société chinoise, elle est totalement différente de ce qu'elle était il y a seulement 30 ans. Juste après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont pu tirer parti de la suprématie dont ils disposaient et ont commencé à renforcer leur puissance à cette époque. Désormais, cette puissance américaine commence à être remise en cause par la Russie et la Chine, ce qui crée une forme de conflit, pas un conflit direct, car les États-Unis commencent à comprendre. Mais cela alimente cette idée de rendre sa grandeur à l'Amérique. Et c'est probablement l'une des raisons qui explique le désir des États-Unis de prendre le contrôle de l'ensemble de ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, c'est-à-dire essentiellement le continent américain. Voilà donc la mécanique de tout cela. Le problème, c'est que le Conseil de sécurité et le système du droit international en ont souffert, parce qu'au sein de l'ONU, ce sont les États-Unis qui décident. Ce sont eux les principaux contributeurs. J'ai travaillé pour l'ONU pendant plusieurs années et on peut constater que fondamentalement, les États-Unis décident de presque tout. Ils sont présents partout parce qu'ils financent tout. Lorsque Kofi Annan, par exemple, a exprimé l'idée de restructurer la politique de l'ONU et de revenir à quelque chose de plus égalitaire, de revenir, si l'on veut, au véritable système du droit international.